Pour la première fois de l'histoire humaine, le ciel est devenu un champ de bataille d'une ampleur jamais vue auparavant, ni jamais revue après la Seconde Guerre mondiale. Les planificateurs alliés ont tout mis en œuvre pour briser l'Allemagne d'Hitler par les airs. Et en réponse, les Allemands ont fait tout autant pour s'assurer qu'ils n'y parviennent pas. Ce qui a suivi fut un tel carnage que l'expression « se prendre un obus de flak » est encore utilisée aujourd'hui. Et maintenant, vous allez comprendre exactement pourquoi. Bon, pour que tout soit clair, commençons par le début, puis avançons logiquement et chronologiquement. Dans les années précédant la Seconde Guerre mondiale, tous les camps qui allaient bientôt s'affronter réfléchissaient à ce à quoi ressemblerait cette nouvelle forme de combat et préparaient leurs armées en conséquence. Mais la pratique diffère souvent de la théorie. Lors de la précédente guerre mondiale, l'importance de l'aviation avait été démontrée. Les États-Unis comme l'Allemagne ont donc cherché le meilleur moyen d'employer l'aviation militaire. Les Américains étaient particulièrement fascinés par les bombardiers lourds à longue portée et par l'idée qu'avec leur utilisation dans ce qu'on appelait le bombardement stratégique, la guerre pourrait être gagnée peut-être même sans poser le pied sur le sol ennemi. Ils pensaient qu'en larguant suffisamment de bombes sur les infrastructures d'un pays, sa capacité à faire la guerre serait complètement détruite s'il n'avait plus de carburant ni d'usine, et les forces terrestres pourraient alors entrer pour nettoyer ce qui restait. Cela a conduit au développement du bientôt légendaire B-17 Flying Fortress. Il possédait une autonomie et une charge de bombes révolutionnaires pour l'époque, et sur le papier, il semblait plus que prometteur. Cependant, les Allemands menaient leurs propres préparatifs dans le plus grand secret, malgré l'interdiction de développer des armes en vertu du traité de Versailles. Les stratèges militaires allemands sous Adolf Hitler anticipaient la menace des nouveaux bombardiers lourds et travaillaient à une parade. Ils n'ont pas investi autant dans les bombardiers lourds que les Alliés. Les Allemands se sont concentrés sur les bombardiers moyens et en piqué, et ils ont créé des chasseurs de pointe comme le Bf-109, qui était littéralement le meilleur chasseur au monde à son apparition. Et bien sûr, ils ont mis au point de nouveaux canons anti-aériens, communément appelés Flak. Ce terme vient de Fliegerabwehrkanone, qui signifie canon de défense anti-aérienne en allemand. Observant les capacités des nouveaux bombardiers américains et britanniques, les Allemands savaient que leur industrie était menacée. C'est ainsi que le bientôt plus grand ennemi des bombardiers alliés fut développé, le Flak 18, mieux connu sous le nom de 88. Alors parlons un peu de lui et de ce qui le rendait si spécial. Le canon anti-aérien Flak de 8,8 cm a été développé à partir d'un canon allemand éprouvé de la Première Guerre mondiale du même calibre. Il a ensuite été continuellement amélioré tout au long de la guerre avec des obus à plus grande vélocité et de meilleurs systèmes optiques et mécaniques. Mais l'idée de base à l'époque était révolutionnaire et pratiquement personne d'autre dans le monde ne possédait quelque chose comme le Flak 18 allemand. Le canon était monté sur un affût cruciforme qui lui permettait une rotation et une élévation rapide de -3 à plus 85 degrés, donc presque complètement verticale. Cela lui permettait d'engager pratiquement n'importe quelle cible sur le champ de bataille, de la terre à l'air. Il pesait environ 7 tonnes et était servi par un équipage bien entraîné de 10 hommes. Ils pouvaient passer leur canon du mode transport au mode combat en seulement 2 minutes et demie, ce qui était très important pour les tactiques de Blitzkrieg. Ils ont vu le combat pour la première fois en Espagne et les Allemands savaient qu'ils avaient un canon moderne très efficace. Non seulement pour le rôle anti-aérien, mais aussi très capable dans les rôles anti-char, anti-fortification et fondamentalement anti-tout ce que vous voulez détruire, grâce à leurs bonnes optiques, combinées à une trajectoire de tir tendue et une grande vélocité. Pour cette raison, ils ont également reçu des obus perforants et une nouvelle branche de canon anti-char, basée sur le Flak, a été développée en parallèle, mais c'est un autre sujet. Ce canon devait atteindre les nouveaux bombardiers opérant désormais au-dessus de 6000 mètres d'altitude, où les planificateurs militaires alliés pensaient qu'ils seraient à l'abri des armes anti-aériennes standards et des chasseurs intercepteurs de l'époque. Eh bien, les Allemands étaient sur le point de ruiner cette attente lorsqu'ils ont développé un nouveau canon à très grande vélocité très efficace. L'idée était que les obus anti-aériens à fusée temporisée atteindraient les bombardiers en haute altitude, parce qu'un impact direct à une telle distance avec la technologie de l'époque n'était réalisable qu'avec de la chance. Ils exploseraient autour des bombardiers avec des fusées temporelles soigneusement réglées pour exploser à la bonne altitude, et les éclats d'obus tranchants partiraient dans un large cercle et déchireraient la peau fragile du bombardier.
C'étaient ces nuages de fumée noire que vous pouvez voir sur les images de la Seconde Guerre mondiale. Ils peuvent sembler inoffensifs, mais dans un rayon de 12 mètres autour de chaque nuage, environ 10 000 fragments à grande vélocité propulsés par l'explosion d'un kilogramme d'explosifs à l'intérieur de l'obus étaient dispersés. Et ils étaient plus que capables d'abattre un B-17 Flying Fortress. Plus ils explosaient près du bombardier, logiquement, plus le danger était grand pour lui. Même les quasi-accidents pouvaient arracher une aile, détruire des moteurs, sectionner les conduites de carburant ou d'huile et provoquer un incendie. Sans parler de ce que les éclats tranchants feraient à l'équipage du B-17 à l'intérieur. Un blindage pouvait être ajouté uniquement autour des composants les plus critiques, et la majeure partie du bombardier était faite d'aluminium et de plexiglas. Si un obus de flak explosait près du cockpit, il déchiquetterait horriblement les pilotes et les instruments, et c'en était fini du bombardier. Un impact direct d'un obus de flak serait presque certainement la fin pour la Flying Fortress. Cependant, le B-17 a acquis la réputation d'être très difficile à abattre. Il y a eu de nombreux cas où des bombardiers sont revenus de leur mission avec 2 moteurs sur 4 hors service et des sections entières d'ailes et de fuselage manquantes. Il existe même des cas de bombardiers ayant survécu à un impact direct de flak dans la cabine, lorsque les pilotes ont réussi d'une manière ou d'une autre à ramener l'avion avec un cockpit complètement soufflé. Ils volaient à plus basse altitude, où il y avait plus d'oxygène pour ne pas perdre connaissance, ce qui les mettait à portée de tous les canons anti-aériens légers. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, seul l'équipage savait comment ils avaient réussi à retourner en Angleterre en volant blessés dans un avion à peine en état de voler. Cependant, beaucoup d'autres n'ont pas eu cette chance. Et quand je dis beaucoup, je veux dire des milliers. Mais placer ces obus près des bombardiers était la partie la plus difficile pour les équipages de flak allemands. Ils disposaient du commando Joret 36, qui était un dispositif ingénieux pour l'époque. Tous les canons de la batterie y étaient connectés par des câbles, ce qui lui permettait de les contrôler simultanément en alimentant les opérateurs en données de tir, puis en déclenchant tous les canons en même temps. Le problème cependant était la technologie au début de la guerre, qui n'avait pas la capacité de déterminer réellement la bonne portée et altitude des bombardiers, puis de régler les obus pour qu'ils explosent à ce point exact. Avant le radar, cela se faisait principalement par intuition et, par chance. Cependant, cela allait radicalement changer dans les quelques courtes mais turbulentes années à venir. Avant le début de la campagne de bombardement alliée, quelques 2600 premiers Flak 18 en service n'avaient pas beaucoup de travail pour abattre des avions. Ce travail était principalement géré par les chasseurs que nous avons mentionnés plus tôt, le Bf-109, qui décimait la plupart des avions plus anciens sans trop de difficultés. Mais la défense anti-aérienne allait soudainement devenir la priorité absolue avec le début de l'opération Point Blank. La première utilisation au combat du B-17 Flying Fortress s'est en fait faite avec la Royal Air Force britannique au milieu de 1941. Les Britanniques ont reçu les premiers modèles C et D qui leur ont donné des résultats assez décevants. Ils n'avaient pas de mitrailleurs de queue, ce qui s'est avéré être une erreur cruciale lorsque les chasseurs intercepteurs allemands les attaquaient. Et il manquait également de blindage autour des composants critiques. Cela ne se passait pas bien avec le flak explosant autour d'eux. Ces problèmes ont été rapidement résolus dans les modèles suivants, en ajoutant plus d'armes et plus de blindage, le modèle G atteignant finalement 13 mitrailleuses de calibre 50 dans diverses tourelles et positions. Les mitrailleuses étaient destinées à protéger les bombardiers des chasseurs ennemis. Et pour multiplier leur puissance de feu, parce que le B-17 était assez stable à piloter et disposait de la première forme primitive de pilote automatique, ils organisaient d'énormes formations de dizaines de bombardiers volant étroitement ensemble. Ils avaient les ailes repliées les unes sous et au-dessus des autres. Voler en une telle formation rendait beaucoup plus dangereux pour les chasseurs allemands de les attaquer. Bien que les Flying Fortress aient abattu un nombre important de chasseurs allemands, cette protection n'était pas suffisante pour les protéger complètement. Et ils ont à leur tour également subi des pertes énormes de la part des chasseurs. Mais comme vous avez entendu comment fonctionne le flak, voler en formation réduisait le risque des chasseurs ennemis, mais ne faisait qu'augmenter celui du flak. En 1943, la 8e Air Force américaine, opérant depuis des bases en Angleterre, a commencé une offensive soutenue sur des cibles au plus profond du territoire tenues par les Allemands avec des centaines de B-17. Les Britanniques expérimentèrent les raids de bombardement avant les Américains, et ils ont rapidement appris que les raids de jour étaient à éviter absolument à cause des chasseurs intercepteurs ennemis et du flak.
Ils sont passés au raid de nuit, sacrifiant la précision du bombardement et se tournant davantage vers le bombardement de terreur, attaquant les villes allemandes plus que l'industrie. Mais les Américains étaient convaincus qu'avec leurs viseurs Norden, qui promettaient une précision révolutionnaire, et leurs forteresses volantes lourdement armées et blindées, ils pourraient survivre de jour. Ils compenseraient le risque supplémentaire par des raids d'une précision chirurgicale sur les usines les plus cruciales de l'Allemagne pour soutenir la guerre, en particulier la production d'avions. S'ils pouvaient couper la tête de la Luftwaffe, la puissante force aérienne allemande, ils auraient une supériorité aérienne totale et rendraient la guerre beaucoup plus courte, combattant sans opposition depuis les airs. Eh bien, c'était la théorie. En pratique, plus de 8000 bombardiers ont été abattus avec 40% de leurs équipages tués tout au long de la guerre, tandis qu'environ 70% des bombes ont touché tout, sauf leur cible prévue. Mais les Allemands n'allaient pas laisser cela se produire facilement. Ainsi, en seulement 2 semaines d'opération, plus de 200 bombardiers ont été perdus lors de raids profonds au-dessus de l'Allemagne. Et tout le concept de bombardement stratégique a rapidement été remis en question. Mais ils ont persévéré obstinément au prix de milliers de vies de jeunes équipages, parce que les Alliés intensifiaient maintenant leur mission de bombardement 24 heures sur 24, alternant entre le bombardement britannique de nuit et américain de jour. Les Allemands savaient qu'ils devaient faire quelque chose en réponse. Ils ont redéployé des chasseurs d'élite du front de l'Est et ont commencé à encercler leurs usines et villes les plus importantes avec des ceintures de canons flak. Mais le flak n'était plus maintenant l'ancien flak 18, guidé par intuition du début de la guerre. Les 88 ont été affinés et améliorés, et maintenant les flak 36 et 37 sont devenus beaucoup plus meurtriers pour les forteresses volantes de jour. Outre les obus à plus grande vélocité pour les 88, les Allemands ont également introduit des canons plus lourds, de 10,5 et 12,8 cm, mais ils étaient en plus petit nombre. Cependant, la plus grande percée est venue lorsque la nouvelle unité de contrôle de tir a été couplée au radar. Comme nous l'avons dit, au début de la guerre, les Allemands n'avaient pas de moyens précis d'estimer la portée et l'altitude, puis de régler les fusées temporelles avec précision, car les Allemands n'ont jamais déployé de fusée de proximité radio qui ferait automatiquement exploser un obus lorsqu'il s'approchait de l'avion. Les Alliés ont réussi à développer cette technologie en 1943 et on estime qu'elle est 50 fois plus efficace que les fusées temporelles. C'était donc un secret extrêmement bien gardé. Bon, maintenant nous allons expliquer ce système allemand qui est peut-être trop détaillé si vous n'êtes pas bizarre comme moi pour le trouver fascinant. L'Allemagne a plutôt commencé à construire un système de contrôle de tir centralisé beaucoup plus avancé, conçu pour prédire où un bombardier serait au moment où un obus atteindrait sa hauteur. Un équipage de 88, bien entraîné, pouvait tirer 15 à 20 coups par minute, ce qui signifiait qu'une seule batterie de 4 canons pouvait remplir le ciel d'éclats très rapidement. Mais l'obus mettait environ 1 seconde pour monter de 300 mètres. Donc pour atteindre un bombardier volant à 8200 mètres, il fallait environ 27 secondes de temps de vol. Pendant ce temps, les bombardiers avançaient à environ 320 km/h. Si un artilleur visait simplement là où se trouvait le bombardier quand il tirait, l'obus exploserait des kilomètres derrière lui. Les Allemands devaient donc anticiper la cible, ce qui signifie qu'ils devaient viser non pas où se trouvait le bombardier, mais où il serait presque une demi-minute plus tard, parce qu'ils n'avaient qu'une courte fenêtre de temps pendant laquelle leur tir était le plus efficace, et parce que divers calculs compliqués devaient être effectués rapidement et ajustés en permanence au fur et à mesure que la formation de bombardiers se déplaçait, ils ont créé un système d'instruments connectés. Au cœur de ce système se trouvait un ordinateur mécanique appelé le Kommando Juray 36, qui a été introduit avant la guerre, mais un modèle 40 beaucoup amélioré est entré en usage à grande échelle à partir de 1941. Chaque batterie de flak lourd était reliée par des câbles à une remorque de contrôle centrale qui abritait cet ordinateur et son équipage. Le dispositif comprenait également un télémètre stéréoscopique, un appareil avec des lentilles jumelles espacées d'environ 4 mètres qui mesurait la distance de la cible. En même temps, plusieurs hommes regardaient à travers des viseurs télescopiques qui suivaient l'angle et la direction des bombardiers dans le ciel. Pendant que l'équipage tournait des manivelles pour garder le bombardier centré dans leur viseur, le commando Juray convertissait en continu ce mouvement en données mathématiques grâce à ses engrenages et cames internes, calculant la vitesse, la direction, l'altitude et le taux de montée ou de descente du bombardier.
Toutes ces informations étaient à combiner à l'intérieur du commando Geray pour prédire exactement où serait le bombardier lorsque l'obus l'atteindrait. L'ordinateur ajustait également en fonction du vent, de la densité de l'air et du temps que mettait l'obus à voyager. Les résultats étaient envoyés électriquement à des cadrans montés sur chaque canon, et les artilleurs tournaient simplement leurs commandes jusqu'à ce que leurs aiguilles correspondent aux lectures de l'ordinateur. Ils réglaient ensuite les anneaux de fusée sur les obus pour qu'ils explosent à un temps et une altitude prédits. C'était maintenant beaucoup plus rapide et précis que d'essayer de faire les mêmes calculs à la main. Une fois que tout était réglé, les canons pouvaient être tirés simultanément, envoyant une salve d'obus vers un point prédit du ciel. Les canons pouvaient également être réglés pour tirer automatiquement dès qu'un obus était chargé pour accélérer la cadence de tir. L'objectif était d'avoir plusieurs explosions formant un motif mortel à travers lequel les bombardiers devraient voler. Au début, ce système reposait entièrement sur l'observation visuelle, mais lorsque les Alliés ont commencé à bombarder de nuit ou à travers la couverture nuageuse, l'Allemagne a intégré le radar dans le système. Le radar d'alerte précoce Freya pouvait détecter les formations de bombardiers à longue portée, et une fois qu'elles étaient à portée des canons, un second radar, le Würzburg, se verrouillait sur un seul avion et le suivait avec une précision bien supérieure. Le plus grand Würzburg Ries utilisait une parabole de 7,5 mètres et pouvait suivre un seul bombardier jusqu'à 70 km avec une précision d'environ 25 mètres. Les données du radar, qui étaient maintenant beaucoup plus précises que les données acquises par ces premiers dispositifs, étaient ensuite envoyées de la même manière directement au commando Geray, qui calculait ensuite la solution de tir et envoyait les résultats au canon. Cette combinaison de radar, télémètres et ordinateurs mécaniques permettait maintenant aux batteries de flak allemandes d'engager les bombardiers avec précision, même dans l'obscurité ou par mauvais temps, ce qui avait été presque impossible auparavant. Dans les premières phases de la guerre de bombardement, lorsque le contrôle de tir guidé par radar est entré en usage pour la première fois, les défenses allemandes étaient mortelles, mais elles reposaient toujours sur le volume de tir pour être efficaces. À ce stade, en moyenne, environ 4000 obus de flak étaient tirés pour chaque bombardier abattu. Ce chiffre peut sembler élevé, mais à mesure que les contre-mesures alliées s'amélioraient, ce nombre est devenu 4 fois plus élevé. Cet avantage n'a donc pas duré très longtemps. Les Alliés ont rapidement développé des contre-mesures pour brouiller ou aveugler le radar allemand. Les Britanniques ont largué ce qu'on appelait des paillettes, qui étaient essentiellement des nuages de fines bandes d'aluminium créant des milliers de faux échos sur les écrans radars. Plus tard, les Alliés ont commencé à utiliser le brouillage électronique, nom de code Carpet, qui remplissait les récepteurs radars de bruit et rendait impossible le suivi précis des cibles. Alors que ces mesures se répandaient, les artilleurs allemands ont été forcés de revenir au suivi optique et à la prédiction manuelle, ce qui a considérablement réduit la précision. Les bombardiers alliés ont également adapté leur tactique. Ils ont commencé à voler en formation encore plus grande et plus dense et à monter à des altitudes plus élevées, près ou au-dessus de 9000 mètres. À ces hauteurs, la précision du flak diminuait naturellement. Les bombardiers effectuaient également des manœuvres d'évasion planifiées, effectuant des changements de cap et d'altitude convenus au préalable pour dérouter les observateurs allemands. Les équipages de bombardiers avaient pour instruction de ne jamais voler en ligne droite pendant plus de 30 secondes avant de changer de direction ou d'altitude d'au moins 20 degrés et 150 mètres. Ces changements empêchaient les ordinateurs de contrôle de tir allemands de compléter un cycle de prédiction précis, car si vous vous souvenez, l'obus avait besoin d'environ 30 secondes pour les atteindre. Donc s'il changeait d'altitude toutes les 30 secondes, il était beaucoup plus difficile de prédire où il serait, et les obus de flak exploseraient en dessous ou au-dessus de la formation de bombardiers. Lorsque le radar et les prédicteurs échouaient, les Allemands recouraient au tir de barrage, qui était une tactique brute mais toujours mortelle. Au lieu de calculer précisément où seraient les bombardiers, les artilleurs tiraient essentiellement à l'aveugle dans une large zone, avec des obus réglés pour exploser à diverses altitudes. De cette façon, le volume de tir garantissait qu'au moins certains obus atteindraient leur cible. Cela a transformé à la fois les manœuvres d'évasion alliées et les calculs allemands en un grand jeu de tir chanceux ou malchanceux selon le camp où vous étiez. Au fur et à mesure que la guerre s'éternisait et avec des équipages anti-aériens qualifiés pour la plupart tués, le nombre moyen d'obus de flak tirés par bombardiers alliés abattus était d'environ 16 000. Mais parce que les Allemands en tirèrent des millions, il restait très dangereux pour les bombardiers.
Et d'ailleurs, les équipages de flak avaient un taux de perte assez élevé d'environ 70% ou plus, car ils étaient toujours positionnés autour de cibles précieuses qui faisaient l'objet de nombreux raids de bombardement. À la fin de la guerre, la majorité des équipages de flak étaient en fait composés de femmes, d'enfants et de personnes âgées, car pratiquement tous les autres étaient soit morts, blessés ou occupés à combattre sur la ligne de front qui s'effondrait. Puis, alors que la guerre entrait dans ses derniers chapitres, les plus sombres et les plus désespérés, ces installations ont été utilisées comme toute dernière ligne de défense sous la forme de tours de flak. C'étaient d'énormes structures en béton ressemblant à des forteresses, construites autour des villes les plus importantes d'Allemagne. L'idée venait directement d'Adolf Hitler lui-même après les premiers raids aériens britanniques sur Berlin en 1940. Il voulait quelque chose qui pourrait défendre contre les attaques aériennes massives, quelque chose qui ne pourrait pas être détruit facilement et qui pourrait servir à la fois de refuge et de bastion. Chaque complexe de tours de flak était composé de la tour de combat et de la tour de contrôle. La tour de combat était la plateforme principale pour les canons, s'élevant à environ 40 mètres de haut avec des murs de 3,5 mètres d'épaisseur pour résister aux impacts directs de bombes de 225 kg. Au sommet se trouvaient plusieurs canons anti-aériens lourds avec des canons de plus petit calibre pour abattre les avions volant à basse altitude. La tour de contrôle abritait le radar et le système de contrôle de tir, et les armes pouvaient également être tournées contre des cibles au sol. C'était essentiellement une énorme forteresse médiévale sous stéroïdes. L'intérieur était divisé en plusieurs étages qui pouvaient servir d'abri anti-aérien pour les civils, abritant jusqu'à 10 000 personnes pendant les raids, ainsi que des salles de stockage de munitions, des centres de commandement, des hôpitaux et même des refuges pour animaux pour les zoos voisins. Les murs de béton épais en faisaient certains des endroits les plus sûrs d'Allemagne pendant les raids de bombardement. Et Berlin avait 3 de ces tours de flak qui créaient un parapluie protecteur au-dessus de la ville. Cependant, cela n'était toujours pas suffisant pour la protéger contre un nombre énorme et toujours croissant de raids alliés. Elles ont été le dernier point de résistance lorsque la bataille est arrivée à Berlin, même dans les tout derniers jours de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Elles tiraient des canons de flak sur les chars soviétiques qui avançaient jusqu'à l'effondrement final. La plupart ont été démolies après la guerre, mais certaines sont encore debout et ont été transformées en musées que vous pouvez visiter.